La maison. On vient de me remettre les clés. Donc pour aujourd'hui, je suis maintenant propriétaire de la maison que vous voyez derrière moi. Bonjour. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous retrouverez à ce moment ici. J'ai encore le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Il faut le dire que ça fait longtemps que Mouele TV ne présente plus ses émissions. Vraiment pour les gens qui ont vraiment l'amour et le cœur avec Mouele TV, les gens n'ont jamais cessé de m'appeler et ça fait presque une année où on n'était pas en mesure de tenir nos émissions. Et la question est simple, ce n'est pas que les studios où on n'a pas manqué de matériel, c'est le problème de manquement du temps. C'est le temps qui nous avait fait défaut parce que nous avons quelques cours, quelques voyages, quelques histoires à faire. Alors comme vous le savez, pour maintenir une émission, c'est beaucoup de choses. Il faut avoir le temps de concevoir, de faire le montage. Et puis surtout quand on ne le fait pas avec beaucoup de gens, donc il faut comprendre que c'est un travail professionnel que nous essayons toujours à vous présenter. Donc, nous sommes maintenant de retour. C'est pas que c'est Mouele TV. Vous allez maintenant commencer à suivre des émissions et beaucoup de bonnes choses. Espérons que vous allez nous encourager et surtout, abonnez-vous pour nos émissions et puis partagez. Ça nous fera un très plaisir. Alors, nous sommes de retour et puis nous avons des émissions que nous allons commencer à présenter en français et en français facile et lingala facile, mais nous avons aussi ajouté d'autres émissions que vous pouvez voir. Par exemple, ça c'est nos émissions que nous allons animer pour les émissions en français et lingala facile. Donc, à titre de rappel, ici nous avons 5 émissions que nous allons commencer à vous présenter. Nous avons Lingala sans tabou, c'est-à-dire, vous les connaissez déjà, c'est une émission qui lutte contre les antivalaires. Et c'est la même émission, mais cette fois-ci, c'est Interpellation sans tabou. On parle en français facile. Et c'est presque souvent la même chose, mais l'autre est animé en lingala et l'autre est animé en français. Et nous avons Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique. C'est la première émission, en fait aujourd'hui c'est la première émission, c'est cette émission ici. Et puis nous avons Tax Returns aux USA. Je pense que nous allons essayer de vous expliquer tous les changements qui vont intervenir en ce qui concerne les taxes. Et aussi, nous avons amené une nouvelle émission. Cette émission, nous avons appelé ça Écho d'Atlanta. Parce que moi, je réside dans l'État de Georgia, ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, j'ai ajouté Écho d'Atlanta, où nous allons essayer de parler d'Atlanta. Avec les Congolais, notre vie, il y aura des émissions où les gens vont passer en studio. Nous allons discuter dans notre vie ici. Et puis, il y aura des pasteurs, il y aura des musiciens, il y aura des artistes, il y aura des commerçants, des businessmen. Donc, c'est une émission où nous voulons qu'Atlanta puisse parler. Et c'est une émission de vérité où on va seulement s'adresser aux Congolais qui habitent Atlanta pour notre changement de comportement. Donc, c'est-à-dire que ça ne sera pas
beaucoup de gens. Ça sera seulement pour les Congolais qui habitent à Atlanta. Ça sera la raison pour en fait cette émission. Donc, ça ce sont les 5 émissions que nous allons animer. Ce sont les 5 émissions que nous allons animer en fait dans les jours qui arrivent. Je pense que nous allons faire le nécessaire pour que nous puissions être capables de produire ne fût-ce qu'une émission la semaine. Ce que nous vous demandons, c'est de vous enregistrer et puis de partager l'émission et puis aussi d'aimer et tout comme ça. Donc vous allez comprendre que les émissions que nous animons beaucoup plus, les gens pensent que c'est pour que nous puissions nous remplir des poches et pourtant ce n'est pas ça le problème. Ce que nous sommes en train de faire, c'est juste pour que nous puissions essayer de partager des bonnes choses et surtout des émissions très importantes pour la communauté et puis beaucoup plus pour la communauté africaine et pour tous les francophones, surtout les émissions. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale, c'est la première émission. Et puis cette émission, nous allons vous demander de bien comprendre et de bien suivre l'émission parce que l'émission va essayer de vous en fait montrer beaucoup de choses que vous ne connaissez pas en matière, en ce qui concerne les maisons, les immobiliers ici aux États-Unis d'Amérique. D'abord, pourquoi est-ce que nous allons parler de ça? Et on va commencer à faire des émissions parce que les gens ne savent pas comment est-ce qu'il faut procéder pour acheter des maisons ou bien acheter une maison. Et quand bien même on a acheté une maison, mais on ne sait pas comment entretenir, quels sont les mains qui vont intervenir pendant que vous êtes propriétaire d'une maison. Donc, on va essayer un peu d'expliquer. Et puis, vous allez toujours, si vous avez une question ou quelque chose que vous voulez, soit une question, vous pouvez toujours nous appeler à tout moment. Et je vais dire pour tous mes clients qui viennent pour les taxes, que ce soit pour l'immigration, que ce soit pour les immobiliers, que ce soit pour les notariats, tous mes clients, quand vous m'appelez à tout moment, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez utiliser les numéros que vous voyez là, qui est affiché, et puis les emails. Et puis, ça sera très bien. On peut toujours parler. Je reçois toujours les gens. Je réponds toujours aux questions quand il faut répondre à ces questions-là. Donc, voilà, en fait, je vais mettre une publicité. Et puis, nous allons maintenant revenir sur l'émission d'aujourd'hui, où la première émission, nous allons vous parler avec tous les détails possibles pour les premiers thèmes d'aujourd'hui, pour les immobiliers. Donc, après cette publicité, nous allons continuer l'émission. À bientôt. Moele TV est une chaîne conçue pour vous qui êtes intéressé par des informations concernant les voyages, les taxes aux États-Unis d'Amérique, les immobiliers aux États-Unis d'Amérique et dans le monde entier, l'immigration, ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Pour vous donner un paquet complet de ces informations et nouvelles, Moele TV vous offre de précieux cadeaux de 2023 à 2024 à travers ses 4 émissions phares. 1. Lingala Kaka sans tabou. 2. Interpellation sans tabou. 3. Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique USA. 4. Taxe retourne aux États-Unis d'Amérique USA. Qu'allez-vous découvrir à travers ces émissions? 1. Lingala Kaka sans tabou, une émission de lutte contre les antivaleurs, présentée en langue lingala facile pour les peuples africains. Le lingala, une langue originaire de la République démocratique du Congo et République du Congo. Banaya Kinshasa, Peya Braza, émission Nabino, Yango Yoe. 2. Interpellation sans tabou, une émission de lutte contre les antivaleurs, présentée en langue française facile pour le peuple du monde en général, mais le peuple africain particulièrement. 3. Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique, USA. Oh, quelle opportunité! Cette émission vous donnera toutes les informations que vous voulez en ce qui concerne les immobiliers aux États-Unis d'Amérique, USA. Voulez-vous savoir comment devenir propriétaire, vendeur, locataire ou bailleur, l'évolution du taux d'intérêt,
louances au crédit immobilier aux États-Unis et autres. Suivez cette émission. 4. Taxe retourne aux États-Unis d'Amérique USA. Cette émission vous prépare pour les échéances prochaines pour vos taxes aux États-Unis d'Amérique. Moele TV vous aime bien. Partagez, aimez et abonnez-vous pour suivre d'autres épisodes. À bientôt! Ok, donc nous sommes de retour. Alors, comme vous voyez, notre émission s'est intitulée « Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique ». Comme je l'avais dit au début, que cette émission aura pour objectif de vous expliquer tout ce qui est comme situation ou bien les choix d'immobilier, c'est-à-dire toutes les procédures, tous les processus possibles, comment vous pouvez commencer, préparer vos crédits, préparer l'argent, préparer les down payments, acheter la maison, l'accompagnement, les processus de loan, tout ce qui se passe, les inspections, l'entretien de votre maison et les aspects, tous les aspects, nous allons essayer un peu de développer cette matière. Alors, à titre de rappel, je vous dis, je pense que certains d'entre vous les connaissent déjà. Moi, je suis expert immobilier aux États-Unis d'Amérique. J'ai déjà une expérience de plus de 5 ans. Donc, maintenant, au moment où je vous parle, je ne suis pas un simple agent, je suis maintenant un broker. Donc, un broker qui veut dire, dans notre terme, c'est-à-dire c'est lui qui encadre les agents, qui donne les orientations et aussi qui peut être aussi propriétaire d'une agence immobilière ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, ce qui sera pour moi aussi question l'année prochaine. Pour le moment, comme vous le savez toujours, que je suis avec Keller Williams, qui est une grande entreprise immobilière ici aux États-Unis d'Amérique. Et je travaille avec eux comme associate broker, qui veut dire je suis broker associé. Mais l'année prochaine, je vais avoir ma propre entreprise ou bien agence immobilière. Et je profite de l'occasion pour tous les Congolais d'abord, et puis tout celui qui m'écoute, qui écoute les Français, et qui est aussi agent immobilier. Et si vous habitez Georgia, l'essai de Georgia, c'est là où nous allons commencer notre agence. Donc, je vais vous inviter à me contacter. Et aussi, dès que les brokerage, l'agence est créée, je voudrais bien que vous soyez mes agents. Ça fera vraiment plaisir. Donc, il faut savoir que vous parlez à un expert immobilier qualifié et avec beaucoup d'expérience ici aux États-Unis d'Amérique. Et mon siège actuellement, c'est au niveau de Georgia. Donc, Atlanta, la grande ville. Donc, vous avez besoin d'acheter une maison. Vous voulez avoir des informations en ce qui concerne des maisons. Vous voulez que je vous accompagne pour que vous puissiez acheter ou vendre votre maison. Donc, il faut savoir que je fais et les commerciales et les résidentiels. Donc, vous pouvez toujours me contacter à tout moment avec les numéros que j'avais affichés pour vous. Je peux encore même reprendre ça encore. Donc, vous pouvez toujours m'appeler à tout moment. Alors, aujourd'hui, notre émission va avoir pour thème, ça sera le thème que vous voyez, conditions d'éligibilité d'achat d'une maison résidentielle aux États-Unis d'Amérique. Donc, ça sera le premier sujet que nous allons commencer. Nous allons dire comment est-ce que tu dois être prêt. Quelles sont les conditions pour que tu te dises que voilà, aujourd'hui, je suis prêt pour acheter une maison. Je vais essayer un peu de décortiquer tout ça afin que vous puissiez être informé des procédures, comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, il faut me suivre attentivement. Si vous avez questions et tout ce que vous avez comme question, vous allez toujours poser. Vous pouvez toujours m'appeler au numéro que j'ai donné et ça sera un plaisir pour moi de vous accompagner en ces termes. Donc, vous allez voir, comme nous avons dit dans notre titre, les
le titre, c'est « Conditions d'éligibilité à l'achat d'une maison résidentielle aux États-Unis d'Amérique ». Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez acheter la maison ici aux États-Unis d'Amérique, partout où vous êtes? La première des choses, nous allons dire qu'on va développer d'abord les sujets en ce qui concerne les maisons résidentielles. Alors, pour les maisons résidentielles, la première condition que vous devez savoir, c'est les crédits. Donc, vous ne pouvez pas acheter une maison si vous n'avez pas un bon crédit ici aux États-Unis d'Amérique. Les systèmes de crédit, pour ceux qui ne... Je ne sais pas vous apprendre ça parce que tout celui qui habite aux États-Unis d'Amérique connaît ce que c'est les crédits ici. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas ou ceux qui ne les savent pas, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, notre vie est contrôlée. Nous vivons dans un pays qui est considéré comme un miroir. C'est-à-dire, on voit tout ce que vous êtes en train de faire. C'est comme ça qu'on nous donne le numéro de sécurité sociale. En dehors du numéro de sécurité sociale, on est en train de voir comment vous aussi, vous vivez. Est-ce que, on veut voir, on veut savoir, est-ce que vous payez bien vos factures? Est-ce que quand vous prenez un crédit, est-ce que vous remboursez correctement? Donc, tout ça, ça fait quand ça constitue pour nous ici une constitution de crédit. C'est-à-dire, ça se passe en termes de points. Donc, vous allez voir pour les maisons, spécialement, ici aux États-Unis d'Amérique, nous allons parler des programmes de loan. Là, ça va venir. Mais nous parlons d'abord des réponses. Si vous me posez la question aujourd'hui, Monsieur Mike, que dois-je faire pour acheter une maison aux États-Unis d'Amérique? Voici ma réponse. Donc, pour ceux qui vont me poser cette question-là, ou tous ceux qui auront la question, c'est simple. C'est une mission, en fait, cette émission, c'est une mission didactique. Donc, vous allez avoir tous les éléments. Les éléments, vous pouvez revenir à tout moment sur nos vidéos pour suivre. Donc, la première des choses, comme vous les voyez là, nous commençons ici avec les différents programmes des loans ou des lenders avec 625 plus. Si votre crédit est 625 plus, donc vous pouvez acheter une maison. Donc, comme vous voyez, 625 minimum négociable. Parce que ça, c'est vraiment, il faut négocier parce que c'est vraiment minimum négociable. On peut, avec les différents lenders, différentes banques, on peut négocier et puis on peut vous donner les loans pour que vous puissiez être en mesure d'acheter une maison. Mais quand vous avez 645 minimum réel, c'est-à-dire bon, tout celui qui a 645, il est déjà dans les bons. Il est déjà dans les bons pour commencer. Si votre crédit c'est 645, c'est bon. Et quand vous avez plus de 645, ou soit vous avez 700 plus, c'est meilleur. Donc ça c'est très important. Et si couple ou deux partenaires, les deux doivent également avoir un bon crédit score. C'est-à-dire, si vous achetez la maison, en fait, si vous achetez une maison, c'est-à-dire la femme et son mari se décident, un couple pour acheter la maison. Mais aussi, il faut aussi savoir que pour acheter la maison, deux personnes, ce n'est pas nécessairement, il faut seulement être marié. Non, vous pouvez être des amis, ça peut être maman et son enfant. Donc, vous pouvez vous mettre ensemble et puis vous achetez un bien commun. Ce n'est pas interdit par la loi. Alors, il faut aussi savoir que quand nous parlons des crédits que j'ai affichés là-bas, nous avons beaucoup de programmes pour tester, pour voir les niveaux de votre crédit. Nous utilisons souvent les crédits Karma, les crédits Wise. Il y a beaucoup d'applications où vous pouvez checker votre crédit, à part les crédits qui vous est donné par vos banques. Nous pensons les TransUnion, il y a beaucoup de choses. Chacun avec sa banque. Quand vous allez dans votre application dans la banque, vous pouvez aussi voir vos crédits. Mais souvent, nous demandons aux gens, quand vous voulez retenir un crédit pour vous, les lenders, quand ils checkent votre crédit, il faut toujours faire les moins 30 points. Je pense que la meilleure des choses, c'est faire moins 30 points. Cela veut dire que si tu vas chez Credit Karma ou bien Credit Wise, il faut toujours, si c'est 640, moins 30, c'est que vous avez 610. Si c'est 700, il faut toujours enlever moins 30. Au moins, vous connaissez les maximums des crédits que vous avez et les crédits éligibles pour acheter une maison. Donc, il ne faut pas oublier ce que nous avons dit. Ça, c'est la première des choses, les crédits.
Il faut que votre crédit soit très bien. Alors, la deuxième, c'est le statut de résidence aux États-Unis. Votre statut de résidence aux États-Unis d'Amérique. Donc, nous allons partir par des preuves de nationalité américaine. Cela veut dire que si vous dites que vous êtes américain, c'est-à-dire vous habitez les États-Unis, vous êtes américain, beaucoup de gens qui sont venus d'autres pays, ils ont acquis la nationalité américaine ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, quand vous voulez acheter, il faut vous assurer que vous avez votre passeport américain ou bien vous avez votre certificat de nationalité. Donc, pour les gens qui ne sont pas américains, qui n'ont pas les passeports ou tous les documents que nous avons cités, alors nous avons aussi ce que nous appelons les preuves de résidence permanente aux États-Unis d'Amérique. Donc, pour cette preuve-là, nous avons ce que nous appelons Green Card, ou bien la carte verte. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir ça. Mais si vous êtes dans un couple où l'un est américain et l'autre est résident, c'est bon. C'est-à-dire que l'autre va présenter sa carte de résidence et l'autre va présenter son passeport ou bien son certificat de nationalité pour la nationalité américaine. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir. Toujours, nous sommes toujours dans les statuts de résidence. Donc, vous pouvez aussi avoir, il y a des gens qui peuvent aussi acheter leur maison, bien qu'ils ont ce que nous appelons les permis de travail ou bien les work permits. Les work permits aussi, ça peut aussi vous permettre aussi d'acheter une maison. Mais il faut savoir, comme nous avons dit dans nos remarques, les permis de travail, le lender bank tiendra compte des délais ou bien de la validité de votre carte de travail. Parce que il faut savoir si vous avez une carte de travail, c'est-à-dire on vous a donné quelques années seulement, le lender ne voudra pas mettre son argent en jeu. Prenons par exemple les maisons que nous achetons, souvent les loans c'est 15 ans, 20 ans et 30 ans. Donc si un lender vous donne de l'argent pour 30 ans et vous, on va vous chasser dans les 2 ans, donc le lender ne tiendra pas compte de cela, ça sera un risque. C'est-à-dire, le lender veut être vraiment rassuré que vous allez habiter les États-Unis et qu'on va vous donner un long délai. Et puis là, on peut vous donner les loans pour acheter votre maison. C'est très important pour vous de savoir que quand vous avez un work permit, vous pouvez aussi acheter une maison. Ce n'est pas interdit. Donc, il faut les savoir très bien. Alors, le troisième, il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Donc, si vous n'avez pas numéro de sécurité sociale, il est très difficile pour vous d'acheter une maison. Mais souvent, il y a les gens qui n'ont que ce qu'on appelle les numéros qu'on leur donne ici pour être capable, parce que quand vous travaillez aux États-Unis d'Amérique, on vous donne un numéro pour le versement d'impôts, parce que vous recevez vos revenus aux États-Unis d'Amérique. Donc, on appelle ça les tax ID. Ceux qui ont aussi les tax ID, souvent, ils achètent aussi. Les tax ID, ce n'est pas vraiment Social Security, c'est un numéro d'enregistrement pour les raisons de taxes. Mais les gens là aussi peuvent aussi acheter, mais parce que vous n'êtes pas résident permanent aux États-Unis d'Amérique, vous n'êtes pas américain, peut-être vous êtes venu seulement pour travailler, c'est comme ça qu'on vous a donné ces tax ID. Souvent, le lender peut aussi vous donner un crédit, mais avec beaucoup de conditions. Quand nous allons parler des loans ou bien des crédits immobiliers, on va vous expliquer comment est-ce que les gens qui ont les tax ID, qui n'ont que les tax ID pour les raisons des taxes, ils peuvent acheter, mais avec beaucoup de conditions. Et nous allons décortiquer pour vous démontrer plutôt comment est-ce que ces gens-là peuvent acheter des maisons et quelles sont les conditions que les banques leur imposent pour qu'ils soient éligibles à l'achat d'une maison ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, ça dit que pour les gens qui sont les résidents permanents, pour les gens qui sont américains ou les gens qui ont les work permits, ils ont toujours le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale, mais pour les gens qui prennent pour les work permits, c'est un numéro de sécurité sociale pour des raisons de travail. Donc, c'est comme ça, il y a une durée et le lender fait attention avant de vous donner les loans pour des raisons d'achat d'une maison. Alors, le quatrième, c'est preuve d'identité aux USA. Alors, nous tous, nous avons des identités. Donc,
on va vous demander votre ID, si vous avez le permis de conduire, c'est ce que nous appelons le driver license. Vous devez avoir votre driver license. Et puis, vous pouvez, même les permis d'apprentissage. Les permis d'apprentissage, c'est-à-dire avant d'avoir le driver license, quand vous voulez conduire sur les sols américains, on vous donne d'abord ce que nous appelons permis d'apprentissage, qu'on appelle learning permit. Donc, vous l'achetez à la maison. La banque ou l'Inde va aussi vous demander un des documents. Et si vous ne conduisez pas, il y a des gens qui ne conduisent pas. Alors, si vous ne conduisez pas, alors le lender va vouloir quand même avoir une identité pour confirmer que vous habitez dans les States où vous déclarez être résident. Donc, pour les gens qui ne conduisent pas, on leur donne les State ID. Donc, les différents documents qu'on vous délivre par les States. Donc, si vous êtes partenaire, vous êtes vous voulez acheter, comme je l'avais dit, donc vous pouvez toujours présenter vos différents documents. L'autre peut avoir un permis de conduire, le driver license, et l'autre peut avoir seulement les State ID. Cela n'est pas interdit. Ça, c'est en fait la quatrième condition. Alors, cinquième condition, si vous voulez acheter une maison ici aux États-Unis américains, vous devez avoir ce que nous appelons preuve de 2 ans de travail à temps plein, ce que nous appelons full-time job. Donc, les lenders, si vous êtes part-time, c'est-à-dire un travail qui n'est pas à temps plein, le lender ne va pas considérer ça. Vous ne serez pas éligible. Je vais développer avec les émissions qui vont arriver les différents scénarios et je vais même en direct appeler les lenders et vous allez écouter. Nous allons même inviter les lenders qui vont participer dans nos émissions pour vous expliquer beaucoup plus. Mais sinon, il faut avoir 2 ans d'expérience successive, c'est-à-dire 2 ans successives d'expérience de travail. Et souvent, les problèmes, comment est-ce qu'on arrive à réunir ces 2 ans? Souvent, vous pouvez même travailler 1 année, vous avez travaillé full-time, et puis les autres années, vous avez fait les part-time, mais la 3e année, vous avez fait full-time, et puis l'autre année, vous avez fait part-time. Nous avons des gens comme ça, mais quand les lenders vont essayer d'examiner votre cas, le lender a seulement besoin de regrouper votre expérience en tant que full-time job, même si vous avez fait pour 5 ans, mais ils vont prendre tout le travail que vous avez fait en sorte qu'ils puissent trouver les full-time, c'est-à-dire le travail où vous avez presté comme c'est-à-dire full-time, c'est-à-dire un travail à temps plein, afin qu'ils soient capables de réunir les 2 ans qu'ils ont besoin et ça sera passable. Donc, c'est comme ça. Donc, ils ont besoin, ça dépend des cas, parce que nous travaillons avec différentes personnes, ils ont différents ICAM. Prenons par exemple, si vous êtes dans les W2, donc ils vont vous demander votre 2 ans de W2. Et si vous êtes les 1099, c'est-à-dire que vous êtes un contractant qui travaille et puis on lui paye lui-même il paye sa taxe. Donc souvent, il y a des gens qui reçoivent des 1099, mais ils ne déclarent pas les taxes comme business, mais ils déclarent directement l'argent qu'ils ont perçu sous forme, c'est-à-dire dans leur formulaire de 1099, ils les déclarent directement comme ICAM. Ces gens-là, donc, ils vont présenter aussi les 2 ans de 1099. Donc, les 1099, il faut savoir que ce soit les W2, que ce soit les 1099, les 1099, voilà, c'est comme ça en français. Donc, vous pouvez avoir même autant, même 50, même 60, mais si ce sont les 1099 ou bien les W2, même 5, vous avez fait pour cette année-là, pour les 2 ans, vous devez tous présenter, vous devez présenter tous ces documents-là. Alors, il y a aussi les gens qui ont des K1. Les K1, quand nous allons expliquer des taxes, les K1, ce sont des gens qui ont investi dans des corporations ou bien dans les partnerships où ils reçoivent des dividendes et des bénéfices de la société à la fin de l'exercice comptable de la société. On leur remet le K1 qui est considéré comme un document où ça montre combien vous avez réussi, c'est-à-dire l'entreprise a fonctionné comment, quelle était votre part et quels sont les bénéfices. Si c'est un bénéfice, ça va augmenter votre ICAM, c'est-à-dire votre revenu à la déclaration d'impôts ou bien des taxes. Mais si vous avez fait aussi des pertes, ça va diminuer votre ICAM parce que la société, là où vous avez investi, la société n'a pas produit des bénéfices, ils ont produit des pertes et ça va vous affecter, ça va aussi affecter votre tax return, ce qui veut dire que les documents là aussi, parmi les documents
qui présentent comme preuve d'ICAM ou preuve du travail. Donc, nous avons ces documents-là aussi. Donc, ça dit que si vous êtes couple ou bien des partenaires, donc chacun va présenter les documents qui les concernent, c'est-à-dire en ce qui les concerne. Si vous avez ces documents-là, donc vous allez voir qu'est-ce que vous avez et vous allez les présenter. Donc, nous avons aussi pour le business. Les gens qui font le business, il faut savoir que c'est un peu différent. Et il faut que je vous dise, il y a des gens qui font le business et ils sont aussi dans les W2. Les W2, ce n'est pas le business. Les W2, les gens qui reçoivent les W2 sont les gens qui travaillent comme employés et on leur paye les salaires ou la société déduit les taxes, l'impôt, l'assurance, tout ce qu'on déduit, ce sont les gens qui sont sous les régimes des W2. Donc, mais dans les processus d'achat ou bien des processus d'achat d'une maison, le lender fait le choix de deux ICAM. Soit il vous considère en tenant compte de vos W2 ou soit il va tenir compte de votre business, c'est-à-dire les éléments de business. Donc, le lender ne peut pas mélanger les deux. Donc, ils font toujours le choix entre les W2 ou soit ils vont prendre du côté business. Du côté employé ou bien salarié, j'ai déjà dit les W2, mais maintenant nous parlons du côté business. Du côté business, pour ceux qui font le business, ça va? Le business ici, nous sous-entendons que ça paye beaucoup plus ici. Je vais développer les gens qui sont individuels, qui travaillent en individuel. Je ne parle pas de corporation, je ne parle pas de partnership. Nous allons parler de ça au moment opportun. Comment est-ce que les partnerships peuvent acheter des maisons? Ça sera du côté commercial et ça sera bien développé. Mais pour le moment, nous parlons de tout simplement pour les gens qui ont des petits business. Ça va? Prenons par exemple, j'ai fait les W2 quelque part, c'est-à-dire je travaille dans une société, mais en même temps, j'ai fait les Uber, j'ai fait les DoorDash, j'ai fait les Instacart, j'ai fait beaucoup d'activités, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup d'activités, j'ai fait les cleaning, business cleaning, tous les business à côté. À la fin de l'année, je fais la déclaration des taxes, y compris mes W2, y compris les business. Et quand vous êtes dans cet aspect-là, quand vous faites votre déclaration en tant que seul individu, voilà ce que vous avez besoin. Mais avant que je puisse parler de ça, quand nous allons parler, puisque il faut savoir, c'est mon travail. Quand je parle de taxes, je vais vous parler de ça. C'est-à-dire quand vous créez une entreprise. Vous pouvez créer une entreprise comme S-Corporation, C-Corporation. Il y a des conditions où vous pouvez être employé de votre propre société. À ce moment-là, il faut dissocier les choses. À la présentation des taxes, vous serez considéré comme pas vous êtes en train de faire le business parce que vous allez recevoir W2 auprès de votre société et à ce moment-là, vous serez considéré dans la première catégorie des gens de W2. Alors, votre société aussi va faire sa taxe à côté. Donc, là, à ce moment-là, il y a une séparation. Mais ici, nous parlons des gens qui font des taxes, en fait, qui ont des business et qui bénéficient soit des schedules C, les schedules qui détaillent leur business, qu'est-ce qu'ils ont fait, si c'est les DoorDash, si les cleaning, tout ce que vous avez fait, le W2 va dégager ce que nous appelons les business ICAM. Les business ICAM, c'est ça, c'est que nous appelons les résultats de votre société. Et les ICAM qui va sortir comme business ICAM, les résultats, c'est ce que le lender va considérer. Les gens qui font l'agriculture et ils sont dans les régimes de Schedule F, hein, les gens qui font les agricultures, les champs, tout comme ça, c'est les business. Mais on leur délivre les Schedule F et les Schedule F, ça fait partie des business. Donc, nous avons dit les premières conditions quand vous allez chez les lenders dans le cadre des business, le lender va vous demander ce que nous appelons les formulaires de IRS. D'abord, votre formulaire 1040 inclut, en fait, 1040 plus les Schedule C ou bien les Schedule F. C'est ce que le lender va voir. Parce qu'à ce moment-là, ils vont vous considérer comme business. Vous devez aussi, c'est-à-dire à part les schedules, nous avons les 2 derniers relevés bancaires des 2 dernières années. Il y a des lenders qui vont considérer soit
ils prennent vos schedules C et schedule F et vous demandent aussi de leur présenter vos relevés bancaires pour 2 ans. Donc, là aussi, le lender peut vous demander. Et aussi, il voudrait bien confirmer que vous êtes dans le business. C'est comme ça qu'on aura besoin de business license que vous devez présenter, que vous avez business license. Et aussi, le business license, il faut comprendre, quand vous prenez le business license, c'est le state qui délivre le business license. C'est là où, c'est le state où vous évoluez, où vous entreprenez vos business. C'est le state qui doit vous délivrer le business license. Et puis, dès que vous avez le business license, vous allez maintenant aller chercher le numéro que nous appelons EIN number. C'est votre numéro d'enregistrement au niveau de la IRS. C'est-à-dire que le département d'impôt ici aux États-Unis d'Amérique. Il y a des gens qui font les chevauchements. Ils vont aller chez IRS chercher d'abord le numéro d'enregistrement sans pour autant passer par le state. Ça, c'est une erreur macabre parce que il faut commencer, c'est-à-dire il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. C'est-à-dire que toi, tu pars chez l'IRS, oui, l'IRS va te délivrer, mais ton business n'est pas enregistré chez les States. Bien que vous êtes chez l'IRS, mais c'est ce que nous appelons vice de procédure. Donc, ce n'est pas une procédure correcte. Normalement, si on vous inspectait correctement, vous devriez soit reprendre, soit reprendre les procédures d'enregistrement et tout comme ça. Ou peut-être vous pouvez aussi régulariser puisque d'autres States aussi acceptent cette régularisation. Pourquoi? Parce que quand vous allez déclarer chez IRS, on vous demande quand est-ce que vous avez débuté votre business. Vous mettez date telle et après une année, vous revenez chez les States. Les States va vous poser aussi à quelle date vous avez commencé votre business. Les States ne va pas considérer la date que vous avez mis chez IRS. Le State va considérer la date où vous avez commencé le business, où vous avez fait la déclaration exacte, même si vous avez traîné pour longtemps. Donc, quand je vais parler de mes activités de taxes, je vais essayer un peu d'insister. Mais pour les maisons, donc, il faut avoir le business license et puis avoir le numéro d'impôt. Alors, je vais insister. Il y a des gens qui font leurs taxes ensemble en tant que conjoints, ceux qui sont mariés. Oui. Vous pouvez faire votre taxe ensemble et l'un de vous fait le business et vous faites joint, oui, comme individuel, on va déclarer ça. Donc, quand vous achetez la maison, le lender va considérer, il va considérer le tout ensemble comme votre ICAM. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous faites aussi, vous deux, le business, ce n'est pas aussi un problème. Le lender va toujours essayer un peu de considérer. Je pense que, comme je l'avais dit au début, pour nos émissions, quand vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler ce numéro-là ou bien adhérer à notre groupe WhatsApp qui est ce numéro-là. Et puis, les emails, vous pouvez m'envoyer à toute fois et en fait à tout moment. Et je vais toujours vous répondre parce que je suis là pour vous. Alors, nous allons voir les 6e conditions, c'est preuve des revenus actuels. Souvenez-vous, au point 5, ce sont les documents que vous avez pour les années antérieures, de vos taxes ou soit de vos relevés. Mais maintenant, dans les moments actuels que vous êtes en train de faire l'application pour solliciter un crédit immobilier, le lender veut savoir actuellement qu'est-ce que vous faites. Comment est-ce que le lender peut se rassurer que vous recevez de l'argent? C'est la raison pour laquelle, la première des choses, pour les gens qui sont des salariés, vous allez présenter votre 4 derniers paychecks. Ce que nous appelons le pay stub. Ce sont des chèques que vous recevez chaque semaine. Donc, vous allez présenter chez le lender pour qu'ils voient que vous travaillez dans telle société. Ils vont faire des investigations pour vraiment se rassurer que vous travaillez et que, avec consistance, vous recevez les mêmes salaires pour à la hauteur de votre loan. Et puis, si vous travaillez dans un système de bi-week ou bien c'est-à-dire bi-hebdomadaire, donc il faut donner les 2 paychecks que vous avez reçus parce que les 2 paychecks vont englober au moins 1 mois. Donc, dans les 4 semaines seront inclus dedans. Alors, pour ceux qui font le business, donc il faut savoir que on a dit que vous êtes seul propriétaire ou bien vous êtes couple, si seulement si les résultats
profit pour une période déterminée par les lenders. Donc, ce qui veut dire, je voulais dire tout simplement que le lender va prendre les résultats ou les profits que vous avez fait. Et aussi, il faut savoir que d'autres lenders, souvent, ils n'ont pas besoin de checker votre schedule aussi, comme nous avons dit. Ils peuvent vous donner les loans, soit en tenant compte de vos relevés bancaires. Mais ici, les lenders, puisque c'est l'année où vous sollicitez les loans, ils vont vous demander de donner vos relevés bancaires et aussi quelque chose qui est très très important, nous avons dit les comptes de résultats. Les comptes de résultats, les lenders, vous allez présenter les relevés de l'année en cours, mais ils vont vous demander de présenter les comptes de résultats. Bon, si vous êtes dans le business, vous avez besoin de ça et vous pouvez me contacter parce que ça c'est un travail que les gens payent pour ça, c'est ce que je fais. Pour si vous voulez acheter une maison, je vais faire les comptes de résultats de votre entreprise pour vous aider à acheter une maison. Donc, pour le point 7, c'est les preuves de down payment. Ça, c'est très important parce que vous voulez acheter une maison, vous n'allez pas partir avec vos mains vides. Il faut savoir quand nous allons développer les down payment et tout dans les émissions qui arrivent. Mais en passant, je vais vous dire que quand vous cherchez une maison, il y a une avance qui est bien déterminée que vous devez aussi payer de votre part. Ça dépend des programmes. Il y a des programmes où vous devez verser de 3 à 3,5% de la valeur de la maison que vous voulez acheter. Prenons par exemple, vous voulez acheter une maison qui coûte 400 000. Le lender va vous demander soit de verser 3% comme down payment. Donc, et ils vont supporter les 97%. Vous payez les 3% de la valeur de cette maison-là ou 3,5%. Il y a des programmes où on vous demande les 5%, 10%. Il y a aussi des programmes où vous pouvez payer 20% de down payment. Alors, le lender veut se rassurer que vous avez de l'argent. Bien sûr que nous avons aussi d'autres programmes. Je vais vous expliquer où il y a les 0 down payment. Vous n'avez pas l'argent, mais vous pouvez acheter une maison. Là, quand nous allons parler de ces émissions-là. Mais nous parlons d'une manière générale. Parce que quand tu veux dire, non, voilà, quand tu te dis que je suis prêt pour acheter la maison, suivez, ce sont les éléments que vous devez avoir. Vous devez vous rendre compte que vous êtes prêt. Et vous en avez déjà sur votre table. Ici, c'est les down payment. Alors, j'ai toujours conseillé aux gens, à ce stade ici, vous pouvez toujours, vous voyez, quand vous avez les screenshots de votre téléphone, quand vous entrez dans votre compte bancaire, quand vous vous envoyez les documents chez le lender, je vais vous dire quand on va parler de l'application, j'ouvre mon compte, on me dit que j'ai 10 000 ou 30 000. Oui, je vais prendre la photo de cette présentation-là, j'envoie aussi au lender pour dire non, voilà, actuellement, j'ai ceci, j'ai cela. Mais il faut savoir aussi que, je vais vous dire au moins opportun, mais en passant, à chaque fois quand vous allez faire l'application, on va vous demander beaucoup d'informations que nous allons développer dans les émissions qui arrivent. Mais dans les informations demandées par les lenders, on a toujours donné, même, on fait toujours les liens, on link, c'est-à-dire on lie nos comptes bancaires avec les systèmes de lender. Donc souvent, tu n'as pas besoin de demander au lender. Le lender peut être en mesure de voir votre compte bancaire et voir comment vos soldes, les lenders peuvent voir ça directement à travers leur système parce que lors de l'application, vous allez donner en fait l'autorisation au lender d'être en mesure d'accéder à votre compte bancaire même si vous n'êtes pas là. Ils peuvent toujours voir comment est-ce que vous évoluez, est-ce que vous continuez à travailler correctement. Donc, c'est ça, en fait, ce que le lender va faire. Donc, ici, les down payment, le lender aussi veut aussi savoir si, puisqu'il faut savoir quand nous allons parler des procédures, on va parler des histoires des procédures de loan, il n'y a pas seulement les down payment. Les down payment, c'est votre contribution à la valeur de la maison que vous voulez acheter, mais il y a des frais additionnels que nous appelons les frais de closing. Donc, on va payer l'avocat, vous allez payer beaucoup de frais par rapport à votre loan et tout consort. Mais, ce qu'il faut savoir, que dans tous les paiements là, il y a beaucoup de choses
que vous devez payer. Donc, le lender va être capable d'identifier quand vous lui donnez les screenshots ou soit vous avez les relevés bancaires qu'ils ont reçus. Ils vont savoir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en jeu ou en risque leurs fonds pour vous permettre d'acheter une maison. Ça, c'est très important pour les savoir. Alors, nous avons mesures préventives. Mesures préventives ici. Je vais y aller méthodologiquement pour vous expliquer. Il y a des erreurs que nous avons constatées pendant notre profession et je voudrais bien, à travers mes émissions de Maisons pour tous aux États-Unis d'Amérique, que je puisse prévenir les dangers pour les gens qui ne comprennent pas. D'abord, je vais essayer de vous faire remarquer un comportement que j'ai trouvé pendant que je suis dans ces milieux d'immobilier. Quand je rencontre les gens, je me demande beaucoup de gens, surtout les gens qui sont venus d'Afrique. Quand ils vont travailler, ils ont le chèque, ils vont prendre l'argent et ils gardent à la maison. Vous allez voir que vous trouvez quelqu'un qui a plus de 100 000 $, il garde ça à la maison. Et quand vous demandez, vous voulez acheter la maison? Oui. Où est l'argent? Oh, j'ai 100 000 $ à la maison. Non. Pour les procédures de loan, ça pose problème. Vous avez votre argent, mais vous voulez acheter la maison, on ne va pas vous donner le loan parce que vous avez des cash à la maison. On ne va pas vous donner. Et lorsque maintenant, vous faites l'application, tu dis que j'ai les cash, le lender ne va pas accepter vos cash, au moins que vous puissiez acheter la maison sans pour autant chercher un crédit. Là, c'est votre maison. Mais aussi, il faut savoir que nous sommes dans un pays où nos budgets, notre finance est bien surveillée. On va savoir d'où vient cet argent. Or, c'est votre argent du travail. Mais pourquoi vous gardez ça à la maison? Si un voleur venait, les banques sont toujours mieux pour garder votre argent. Vous êtes libre d'aller récupérer votre argent à tout moment. Mais dans les procédures d'achat de maison, si vous pensez que vous avez de l'argent à la maison, avant que vous puissiez approcher un lender pour faire l'application, s'il vous plaît, d'abord, prenez cet argent-là liquide, mettez ça dans votre compte bancaire. Mettez ça dans votre compte bancaire, approvisionnez votre compte bancaire avant d'aller faire l'application. Puisque si vous faites l'application, cet argent serait difficile pour intégrer parce que le lender voudrait avoir une justification. Et dans beaucoup de scénarios que nous avons participé, donc il faut que le client puisse chercher son propre argent, mais ça va entrer comme si c'était un don, un cadeau que quelqu'un va lui donner. Mais le lender aussi, si quelqu'un vous envoie comme gift cet argent, le lender va demander à la personne qui vous a envoyé comme gift de lui envoyer aussi les relevés bancaires ou bien les bank statements pour savoir où est-ce que cette personne a pris l'argent. Et si cet argent n'est pas clair, alors ça va toujours poser problème pour vous dans le processus d'achat de la maison. C'est comme ça, je donne toujours conseil, si vous recevez cette vidéo, s'il vous plaît, et que vous avez des projets pour acheter une maison ou quelque chose lié au crédit, ne laissez pas l'argent à la maison, allez approvisionner votre compte bancaire, ça sera très bien, ça va? Alors, nous avons dit aussi toutes les opérations et transactions bancaires, les entrées et les sorties, salaires, dépenses, paiements, etc., doivent être constatables dans vos relevés bancaires ou bank statements. Ne jamais appliquer pour carte de crédit ou obtenir un crédit, quel que soit sa nature, pendant le processus de loan et d'achat d'une maison aux États-Unis d'Amérique. Je vous dis, mes frères, il y a des gens, nous avons constaté cette histoire-là, en fait, cette erreur-là que les gens commettent. Le processus de loan, ça peut prendre seulement 30 jours, 40 jours, même 15 jours. Par exemple, si vous venez me chercher, nous voilà, Mike, aide-moi pour acheter la maison. Je vais vous poser des questions. Toutes ces questions, je vais vous poser pour me rassurer que vous êtes déjà prêt. Si vous n'êtes pas prêt, je vais vous aider à fixer votre crédit, à gérer, à bien organiser votre banque, à bien organiser toutes les choses avant que nous puissions faire l'application. Pour que vous soyez prêts. Alors, pour éviter tout cela, il faut
pas appliquer, par exemple, les crédits pendant les procédures. Dès que vous avez fait l'application pour les loans, le lender ne veut plus que vous puissiez faire d'autres applications. Parce qu'à ce moment-là, on connaît déjà votre crédit score. Maintenant, on est en train de vous guetter. Donc, à ce moment-là, vous devez avoir votre patience jusqu'à ce que vous allez recevoir votre clé pour entrer dans votre maison. Donc, ne commettez pas cette erreur-là, parce qu'il y a beaucoup qui ont commis cette erreur-là. On est dans le processus. Vous allez entendre, papa Mike, j'avais acheté quelque chose, mais on m'a donné ça à crédit. J'avais pris une autre carte de crédit. À ce moment-là, vous avez vraiment 80% de malchance que votre application de loan soit annulée. Donc, je pense que ça, c'est en général les conditions si vous voulez acheter une maison résidentielle et si vous pensez que vous avez une question et que vous voulez me poser en rapport avec ce que je viens de vous exposer, donc vous pouvez toujours nous appeler et comme j'avais dit, je suis toujours disposé à aider les gens et à parler. Et je vais aussi profiter de cette émission pour vous dire quelque chose. Et je vais répéter ça dans toutes les émissions que je vais faire. Je vais répéter ça. Donc, dans toutes les émissions que je vais commencer à faire. Que ce soit l'émission des taxes, que ce soit l'émission Écho d'Atlanta, que ce soit l'émission de Lingala sans tabou, ou que les émissions que je fais d'interpellation sans tabou, je vais demander une aide. L'aide que je vous demande, c'est quoi? J'ai un projet pour l'année prochaine. C'est créer une agence immobilière qui sera l'honneur, qui va engager aussi toutes les communautés, les gens qui seront, ils vont bénéficier, et puis aussi va donner aussi les jobs, et aussi un bon encadrement pour les agents. Mais ça demande beaucoup de fonds. Ça demande beaucoup de fonds. Imaginez-vous un bon bureau, là où il faut avoir la salle pour les agents, il faut avoir réceptionniste, avoir aussi certains bureaux pour les encadrer. Ça demande un peu de fonds. Il est très difficile pour nous souvent. C'est comme ça. Nous créons des bureaux et puis ensuite on n'arrive pas à bien maintenir. Mais moi, j'ai toujours dit que nous sommes aussi capables, nous qui sommes des immigrés ici dans ce pays, quand vous avez des initiatives, vous pouvez aussi au fait vous opposer aux autres. C'est-à-dire créer aussi quelque chose qui est appréciable. Les gens vont venir et fonctionner comme les autres. Parce que d'habitude, nous Africains, je dis spécialement pour les Africains ou bien les immigrés, nous sommes toujours dans les autres, nous travaillons toujours chez les autres. Et on trouve difficilement la possibilité de travailler comme indépendant. On se sent comme si on était diminué, on était faible, on était incapable. Alors, ce que je vous demande comme appui, c'est seulement me référer les gens. C'est la seule façon. Je ne vais pas vous demander, non, voilà, je veux que vous me contribuiez $100 parce que je vais créer quelque chose. Non. J'ai la profession. Je suis expert en immobilier. Ma façon de vivre chaque jour, les services, dépend des clients que je reçois et d'offrir un bon service aux gens. Leur appréciation va pousser aux gens de venir travailler avec moi. Donc, ce que je vous demanderai beaucoup plus, c'est de me référer les gens, me référer vraiment les gens pour venir travailler avec moi et ça sera très bien. Je fais les taxes. Quand c'est la période des taxes, s'il vous plaît, référez les gens pour venir faire les taxes. Et puis, je vous dis que je fais sérieusement mon travail. Tous les gens qui font les taxes chez moi n'ont jamais été déçus. J'ai fait un effort pour vous expliquer le travail souvent, les explications, mes émissions bénéficient aux autres personnes qui font aussi des taxes ou bien qui sont des immobiliers. Comme j'ai fait, ça va bénéficier aussi à beaucoup de gens. Mais moi, je vous demande spécialement de me soutenir. Référez-moi les gens pour les taxes, pour les notariats, pour l'immobilier, pour l'immigration. Et puis, participer dans nos émissions, partager les émissions que nous produisons. Et puis, ça va aller droit à nos cœurs. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas prendre votre temps. Vraiment, abonnez-vous. Vous allez commencer à suivre les différentes émissions. Moelle TV est back.
Donc, nous allons faire de bonnes choses dans les jours qui arrivent avec votre participation et votre soutien. Vraiment, abonnez-vous abondamment, partagez ces liens et ça nous fera plaisir. Si vous avez besoin de nous appeler, n'hésitez pas. Alors, à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Ciao. La maison. On vient de me remettre les clés. Donc pour aujourd'hui, je suis maintenant propriétaire de la maison que vous voyez derrière. Si nous avons à témoigner, comment est-ce que nous avions amorcé ce processus avec Papa Mike. Et il m'a vraiment aidé. Il nous a aidés dans notre famille, dans notre couple. Vous voyez ici aux États-Unis, rester sous les appartements, c'est comme si vous êtes en train de gaspiller l'argent. L'argent qui ne vous reviendra pas. Mais grâce à lui, grâce à son soutien, ses conseils, et nous avions pris cette initiative de vouloir changer un peu les données. C'est-à-dire quitter à être locataire et être chez soi-même. Et Dieu nous a fait grâce, nous avions commencé et nous avions abouti. Ce que nous pouvons dire, que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans l'ignorance et qui pensent que le fait de rester dans les appartements, c'est-à-dire cela pourrait être bénéfique pour eux. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que vous êtes en train de gaspiller l'argent qui ne reviendra pas. Alors, vous pouvez emboîter aussi nos pas. N'hésitez pas à nous contacter, à les contacter si possible. Donc, Papa Mike est mieux placé pour nous aider, pour vous aider, aider la communauté, tous ceux qui sont en difficulté, même au-delà des achats de parcelles, vous pouvez venir avec d'autres préoccupations et il est là. Moi, je pense qu'il ne faut pas suivre ce que les gens disent, des commentaires. Il est là, il est bon, il est souple. Il m'a aidé. En tout cas, si ce n'était que pour moi-même, je ne serais pas parce qu'il y a trop de choses qu'il fallait faire. Donc, grâce à son soutien que nous sommes arrivés là où nous sommes. Donc, venez nombreux, Congolais, étrangers, Africains, venez, c'est votre frère. Mike Mohele, c'est votre frère, il va vous aider comme il m'a aidé et il a aussi aidé tant d'autres personnes que nous connaissons. Merci beaucoup. Combien propriétaire, alors que locataire, il y a un peu de peut-être Bakoya, Bakoya Bisso, il y a un peu de Bisso, de Bazawa. Aza makila na biso, aza ndeko na biso, awosunga biso. Totika obo na ete toya epanaye, awosunga. O zaki na crédit ebeba, yaka epanaye, akosala biloko nyonso wana. Epi ose na pese merci ndeko. Ndenge tovandi na ba appartement tozobebisa mbongo. Bomeke o mitu bakambeli obimisa o oza nango opesa. Après, on a la place, on a eu Kinya, Banabavanda, Kinya.